Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, des parents de légende et un nom assorti. Vous avez pris le temps de vous faire un prénom et de construire une famille du spectacle pour le meilleur et aujourd'hui pour le rire. Bonjour Christian Vadim. Bonjour Jacques. Alors, on vous accueille parce que vous êtes au studio Marigny à Paris avec Un conseil d'amis, une pièce qui a un grand succès. On avait reçu Emmanuel Gélin il y a quelques semaines lors du départ en tournée. Et là, on vous accueille lors de la reprise à Paris. Mais le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates cultes pour vous et pour nous. Je suis prêt. Alors la première, c'est un film culte qui sort le 16 décembre 1970. Écoutez. La recette du cake d'amour, cake d'amour devenu légendaire, qui est devenu légendaire. D'ailleurs, Julie Andrieux à la télévision a donné la recette du cake d'amour en précisant qu'il fallait 10 centilitres de lait entier mélangé à 5 centilitres de crème liquide pour faire les laits d'autrefois. Et ça, vous avez 7 ans et vous avez assisté à ce tournage, Christian Vadim. C'est drôle parce que je sais plus où j'en parlais, bref. Et je disais, quand même, les tournages que j'ai fait avec ma mère, là, on parle de Podane, mais donc il y avait aussi avec Montand quand au le Bahamas, Sauvage. Il y avait avec Noiret, ouais, en Afrique, vous avez vu au des Kenya. Maisons, vous avez vu des maisons brûlées d'ailleurs, des décors brûlés. Alors ça, c'est au Bahamas. Ouais. Alors j'étais enfant. Il y a 2 trucs qui m'ont impressionné. C'était quand je suis arrivé. J'avais jamais mis les pieds dans une eau aussi chaude. Oui. Donc je suis reparti en disant « Ah, la maman, l'eau, elle brûle ?» Oui. Bon, enfant, hein. Et la maison qui brûlait, qui s'éteignait, qui rebrûlait, qui s'éteignait, la magie du cinéma. Voilà. Alors, votre maman, c'est Catherine Deneuve, bien sûr, on le rappelle. Non, c'est Micheline Dax. Oui, oui. La très grande siffleuse. Voilà, exactement. Qui était une femme formidable et qui nous manque. Extraordinaire. Alors, il se trouve que ce tournage du cake d'amour de Podane, vous avez été frappé, je crois, par une arrivée en hélicoptère de Catherine Deneuve et Jean Marais, Christian Vadim. Oui, c'est même enfant, quand on est, alors je dirais pas habitué, mais c'est vrai qu'on voit des choses assez extraordinaires sur les tournages. Là, j'ai fait d'accord, ok, un hélicoptère avec une robe, la robe de ma mère, totalement foufoutante, bleue, de mémoire, hein, toute bleue, machin et tout, avec Jean Marais, pareil. Non, elle c'était blanc, lui il était en bleu. Des souvenirs, mais c'est des souvenirs hallucinants. Et Podane, on n'a pas oublié que c'est le premier conte de fées français et que Louis XIV dormait enfant le soir quand sa nourrice lui racontait le conte de Podane. Ça, je ne le savais pas. Voilà. Je vais mourir moins idiot ce soir. Alors, il se trouve que si vous allez sur des tournages, c'est que Catherine Deneuve vous emmène sur des tournages quand elle le peut, parce que les tournages sont très très longs, beaucoup plus longs qu'aujourd'hui. À l'époque, c'était des 2-3 mois, voire plus. Oui. Aujourd'hui, on parle d'un mois maximum, machin et tout. Et c'est vrai que même Indochine, elle m'a emmené sur le tournage d'Indochine et tout. C'est l'avantage. Voilà. Mais en même temps, il y a l'école derrière. Oui, m'a jamais fait rater un jour d'école. Jamais. Non. C'était organisé. Quoique l'école. À chaque fois, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai raté Indochine. On devait aller c'était donc en Indonésie. J'ai raté la Thaïlande parce que c'était le bac de ma sœur. Et ma sœur venait et elle a dit non. On fait ça, arrête pas son bac, elle va à l'école, et donc on a fait l'Indonésie, non pas les Arabes. Bon, c'est un peu prétentieux tout ce que je raconte. Non, mais c'est fabuleux, parce qu'en plus, Catherine Deneuve vous a élevé seule au départ, puisque Roger Vadim est parti. Mais à l'arrivée aussi. Oui, Roger Vadim est parti juste après votre naissance, mais vous êtes resté en bon terme quand même. Ah oui, c'était un papa, comment on dit, bonbon, loin. Oui. Qui oubliait quand il me disait que je viens de chercher à l'école, qui venait pas, qui se trompait dans les billets d'avion en envoyant moi à Rome alors que c'était Jane Fonda qui attendait Vanessa, Vanessa qui arrivait à Londres quand elle attendait Nathalie. Enfin bon, voilà, c'était un papa fou flou.
Voilà. Et j'ai trouvé la première photo dans la presse de Roger Vadim, et c'est avec, je sais pas si vous le savez, avec Juliette Gréco, dans le journal Samedi Soir. C'est le Vadim Express. Voilà. Et c'est surtout, on annonce les existentialistes. Et c'est la première fois que le mot existentialiste apparaît dans un journal avec Roger Vadim et Juliette Gréco dans les caves du Tabou en 1946. Vous voyez, il a été précurseur dans ce domaine-là. Alors effectivement, non seulement il vous a emmené partout, mais vous avez eu le privilège de rencontrer Jane Fonda, Peter Fonda, enfin de vivre des choses qu'un enfant ne peut pas même comprendre, Christian Vadim. Tout à l'heure, je vais te montrer une vidéo que j'ai de mon père et de Peter Fonda à mon anniversaire pour mes 5 ans, sur la plage à Malibu, avec un éléphanto. Tu te dis, ah oui, quand même, j'ai une vie assez incroyable. Et puis il y a eu Marcello Mastroianni aussi. Et là, vous avez aussi quelques souvenirs, mais un peu flous, parce que vous mesuriez pas, Christian Vadim, le privilège d'être auprès de ces gens extraordinaires. C'est le problème. Non, c'est pas un problème. C'est juste qu'on est enfant. Donc enfant, on n'a pas les mêmes envies. On n'a pas envie de rester 5 heures. Moi, j'ai un souvenir moi, je suis pas resté tout le temps, hein, mais de mon père et Marcello Mastroianni à la campagne avec ma mère. Ils sont restés 5 heures à table à picoler de la grappa. Ma mère devenait folle tellement c'était long et chiant. C'est vrai qu'enfant, on prend pas la substantifique moelle de ce moment. C'est comme quand ma première boîte de nuit, j'avais 18 ans, c'était Élysée Matignon. C'est ma mère qui m'y avait emmené et je voyais mon père avec Gainsbourg. Si j'avais su, plutôt que de descendre en bas et descendre comme un couillon et essayer de draguer des filles, je serais resté à côté d'eux à écouter. Mais bon, c'est l'âge. Mais puis Gainsbourg était là tous les soirs. Et d'ailleurs, il repartait avec un quart de police qui venait le chercher chez lui vers 3h du matin. Exact. Alors, il se trouve aussi qu'on a un peu oublié que Mastroianni, il a débuté, parce que c'est important de le rappeler, avec la Dolce Vita, et qu'au départ, c'est Paul Newman qui devait faire le rôle, mais Fellini voulait quelqu'un de normal. Donc, il a pris Mastroianni en imaginant que c'est quelqu'un de normal. Il n'a pas réalisé que ça allait devenir le plus grand séducteur du cinéma. C'était un homme incroyable. Incroyable. D'une gentillesse, d'une profondeur, d'une force. Et j'ai eu la chance, voilà. Alors, j'étais encore un petit peu jeune, mais ma mère a vécu, on va dire, entre guillemets, relativement longtemps avec lui. Ils se sont pas séparés tout de suite. Ils ont eu donc ma sœur, Chiara. Et c'est vrai que c'était un pur bonheur de l'écouter. En plus, tout était chantant. Exactement. Voilà. Alors il se trouve que Chiara, qui est aujourd'hui présidente du jury du Festival de Cannes, vous avez changé ses couches. Elle est cérémonie. Mais vous avez changé ses couches. C'est quand même. Oui. Vous n'auriez pas imaginé qu'elle serait. Il y avait le cocker qui bouffait ses couches. Oui. Et là, je me disais, tu m'embrasses plus jamais, tu me lèches plus jamais, petit cocker qui mange les couches de ma sœur. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au fait. Catherine Deneuve voulait un métier sérieux pour vous, pas question d'entrer dans le spectacle, Christian Vadim. C'est-à-dire qu'elle m'a éduqué, elle m'a emmené à l'école, la fac. C'est vrai que quand mon père est arrivé en disant bon tiens regarde cet été si tu veux je fais un film. Oui. Ouais. Mais sinon l'école c'était. En plus vous étiez tranquille à l'école parce que vous n'étiez pas sous le nom de Vadim. Plemianikov. Exact. Votre vrai nom. Kiev, pas russe. Kiev, oui. Et d'ailleurs, votre grand-père était originaire d'Ukraine. Oui, et il est né là-bas. Il est revenu en France. Oui. Et Roger Vadim est né en France et est devenu français. Et mon grand-père, effectivement, a eu la nationalité française. Exactement. Bien avant qu'on parle de l'Ukraine et des drames qui s'y passent. Alors, il se trouve que non seulement à l'école, vous étiez tranquille, mais quand vous rameniez les copains à la maison, c'est là que le problème se posait. Non, justement. C'était pas un problème parce que je savais que c'était mes amis. Oui. Mais c'est vrai que quand ils arrivaient à l'appartement, au bout de 2-3 mois, ils me disaient « Oh, dis donc, ta maman est très, très, très fan de Catherine Deneuve, hein, parce qu'il y a des photos partout d'elle. » Et comment vous en sortiez dans ces cas-là? Je disais « Ben voilà, les gars, c'est ma maman. » Voilà. Et ça Mais mon amitié était faite. Exactement. C'était scellé. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que Catherine Deneuve savait ce que représentaient, et vous le savez aussi, Christian Vadim, les sacrifices de ce métier. Elle avait elle-même hésité à faire du cinéma au départ, et elle ne voulait pas que vous tombiez dans les pièges. Elle a vu tout ça très, très vite, très tôt, trop fort. Quand elle a perdu sa sœur, Françoise d'Orléac, ça a été
un tsunami, enfin voilà, même plus que ça. Enfin, c'est un drame absolu. Et donc, oui, elle a voulu me protéger à juste titre. D'ailleurs, quand je suis parti travailler avec mon père, elle m'a dit non mais va, finis ta fac. Je veux dire, après, si tu veux être vraiment comédien, fais-le. Alors, au départ, vous vouliez être, selon vos propres termes, docteur des animaux. Oui. Pourquoi ? Parce que j'adore les animaux. Voilà. C'est quand j'étais enfant, c'était docteur des animaux, oui. Et ensuite, avocat, vous avez fait la fac de Tolbiac, Ouais. qui est la fac Mendes France maintenant, je crois. Et pourquoi avocat ? Ça vous tentait ? Parce que, oui, j'aimais bien l'idée de défendre. Oui. C'était quelque chose dans ma nature. Voilà, de prendre parti, de protéger. Et effectivement, vous avez commencé des études avec l'espoir de devenir avocat. Raté. Oui, raté complètement. Mais cette spécialité, vous avez déjà choisi votre spécialité d'avocat ou c'était... Ah non, vous savez, les premières années, on fait le civil, on fait l'immobilier, la statue qui a 50 cm de socle, c'est bien raisonnable si le voisin dit que moi, c'est pas très très passionnant. Non, après, plus tard, ça aurait été un Dupond-Moretti. Exactement, voilà. Ou un Vergès, ou... Remarquez, Dupond-Moretti a fait de la scène aussi, il y a quelques années. Oui, mais j'étais à la Madeleine quand il a joué. Exactement. Ouais. Enfin, il y a eu un événement qui a tout changé, et il y a une date importante aussi dans votre vie, c'est le 28 avril 1983. À tout de suite sur Sud Radio pour en parler avec Christian Vadim. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Vadim. Nous parlerons tout à l'heure d'un conseil d'amis qui se joue au Studio Marigny en ce moment jusqu'au début du mois de juillet, après une tournée, avant une autre tournée. Et la date du 28 avril 1983, elle vous intrigue. En fait, j'ai trouvé votre première télé. C'est le Cinéma Star qui est inauguré ce jour-là, un complexe de cinéma qui est l'un des premiers. Et il y a un reportage à la télévision dans Alsace Soir, et on voit et vous évoquez votre rôle dans ce film de Surprise Party. Vous en souvenez ? Vous êtes en blouson de cuir avec les comédiens devant le cinéma à l'heure de l'inauguration. Alors ça, aucun souvenir. Voilà. Et il se trouve oui, parce que j'ai tourné en 81, ouais. Le film est sorti en 82, ouais. On a fait la promotion jusqu'en 83. C'est ça. C'est des souvenirs incroyables avec les copains. Hein. Voilà. Et c'est à ce moment-là que vous évoquez dans ce reportage ce film et la chanson du film. Crazy About Baby, et on vous évoquait cette chanson qui est une chanson du film. Oui. Qui faisait c'était Mange. C'était Michel la BO, je crois, non? C'est ça. Michel Magne. Michel Magne. Et Michel Magne, vous dites tout le bien que vous pensez de cette musique. Oh, j'en ai aucun souvenir. Voilà. Aucun souvenir. Et Michel Magne a été le créateur du Château d'Hérouville, un studio très célèbre, où sont venues toutes les grandes stars du monde, des Rolling Stones et Elton John. Puis il a fait faillite et ça s'est mal terminé puisqu'il s'est suicidé quelques temps plus tard, désespéré d'avoir échoué dans ce projet qui était un projet magnifique. Ah, flûte? Ouais, c'est même plus flûte, là on dit merde. Le film c'était Surprise Party. Et Surprise Party, c'est arrivé parce que au départ, vous deviez faire de l'argent de poche, et puis en étant assistant, je crois, Christian Vadim. Oui, j'étais. Il m'a dit si tu veux gagner un petit peu d'argent cet été, quand t'as pas ta fac, tu vas donner la réplique aux acteurs qu'on auditionne. Voilà. Donc j'étais derrière la caméra. Avec Roger Vadim devant. J'avais le script sous les yeux et donc je donnais la réplique aux partenaires féminines ou masculines. Et puis au bout d'un certain temps, il me dit écoute, je trouve que tu parles plutôt vrai. Est-ce que ça te dirait pas de venir faire le film? Oui. Bon. À cet âge-là, 17 non, j'avais passé le bac, donc j'avais 17 ans, 18 ans. Je dis bah oui, pourquoi pas. Oui, parce que tout est léger et facile à cet âge-là. Donc vous l'avez fait sans même imaginer que vous feriez carrière ensuite? Ah oui, absolument pas. D'ailleurs, après, j'ai pris les cours. Oui. Et alors, ce film, c'était un film qui était un peu comme La Boum. C'était un film sur les adolescents des années 50 avec tous les problèmes des adolescents. Et puis, on était donc en extérieur, on était à Ambroise. C'était des vieilles voitures des années 50, les Teddy, les machins et tout. C'est juste démarrer comme ça. C'est juste génial.
Alors, les surprises parties à l'époque, c'était à la mode, mais on a oublié que les surprises parties, l'origine, c'est un phénomène nord-américain au XVIIe siècle. En fait, les paysans étaient tout seuls, ils arrivaient et ils improvisaient des promenades en charrette chez les voisins, en faisant des surprises, en arrivant avec des dîners. C'est des surprises parties. C'est comme ça que c'est né au départ et que ça s'est ensuite transmis d'une autre façon. On en apprend tous les jours. Et alors, il se trouve qu'il y avait Charlotte Vallier, Brigitte Chamac, des partenaires. Charlotte Vallior. Voilà, Vallior, qui était une jeune comédienne, et vous étiez vraiment une bande de jeunes comédiens. C'était vos premiers. Philippe et Laura Beaulieu. Ouais, qui débutait aussi. Et c'était vraiment, c'était le début c'était des jeunes comédiens, chose qui vous a toujours fasciné. Sandrine Dumas, Brigitte Chamac, Charlotte Vallior, Philippe et Laura Beaulieu, Charlie Chemouni, j'en oublie encore. Michel, j'ai perdu son nom. Bref, on était dans un hôtel à Amboise. Heureusement qu'ils ont loué tout l'hôtel. D'accord. Ah, parce qu'il fallait pas qu'il y ait de clients. C'était n'importe quoi. Mon père disait non. La chérie, tu peux pas arriver comme ça. Là, faut dormir un petit peu quand même. C'était la fête tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. Et il fallait tous les soirs dans l'hôtel, on faisait des billards, on rigolait et tout. On se couchait pas. Et il fallait apprendre le texte derrière. Ouais, alors moi j'ai jamais eu de problème de mémoire, donc le texte ça n'a jamais été très compliqué pour moi. C'est pas, d'ailleurs même aujourd'hui, c'est le plus compliqué, c'est l'interprétation. Le texte c'est juste, c'est un muscle, c'est la mémoire. Alors il trouve qu'il y a quelqu'un qui a très mal pris ce film, c'est Catherine Deneuve, votre mère. Ben, le film, elle l'a pris. Ce qu'elle a pas aimé, c'est que je travaille, que mon père arrive comme ça et que finalement, j'ai abandonné la fac. Oui. Et ça, oui, effectivement, elle n'a pas apprécié. Ce qui est normal, hein. Vous occupez de votre enfant pendant 18 ans et tout d'un coup, le père, il arrive avec la petite caissette là, les bonbons au chocolat Ferrero, tout. C'est mal passé. Oui. En plus, je crois qu'elle a même téléphoné à l'attaché de presse pour dire pas question que Christian fasse Dominique Segal. Dominique Segal, oui. Ouais. Qui est pas question qu'il fasse de la promotion. Bon, ça s'est arrangé parce que finalement, vous avez continué et dans des rôles tout à fait étonnants. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un autre film qui a marché tout de suite et ça a été Éric Rohmer, Les Nuits de la Pleine Lune. Les Nuits de la Pleine Lune. Ça n'a rien à voir avec Roger Vadim. Rien à voir. J'ai un souvenir d'Éric. Ça m'avait fasciné, parce que c'est déjà un metteur en scène connu et reconnu. Et il était sur le plateau et il passait le balai. Metteur en scène. Oui. Il passait le balai dans l'appartement où on allait tourner. Et ça m'avait fasciné. Parce que je me disais, c'est sa façon, j'imagine, d'imaginer, de connaître, de comprendre, de se libérer. Je ne sais pas trop. J'étais trop jeune pour lui poser la question. J'aurais dû, mais ça m'avait fasciné. C'est comme un autre metteur en scène avec qui j'ai fait beaucoup de films que j'ai adoré. C'est Raoul Ruiz. Oui. Qui se promenait toujours les mains croisées dans le dos, réfléchissait et vous racontait mille et une choses. Ce sont des très très grands artistes. Et Raoul Ruiz, vous avez tourné dans le Temps retrouvé et Les âmes fortes. C'est un metteur en scène. J'ai fait 8 films avec lui. 8 films, ouais. Mais en plus, c'était un metteur en scène qui venait du Chili, qui avait quitté le Chili à la Révolution, qui est devenu français et qui est devenu l'un des chercheurs en cinéma, en création, en recherche avec l'INA pour faire des films qui sont aujourd'hui cultes et qui sont innovants. Ah, et avec sa femme, Valeria Sarmiento, avec qui j'ai aussi travaillé. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai rencontré, Raoul Ruiz. C'est parce que j'étais sur un film de Valeria Sarmiento, qui est sa femme. Un film avec... Ornella Muti. Ornella Muti, oui. Et Charles Berling, si je dis pas de bêtises. Et j'ai rencontré... Raoul, un soir, il était venu, parce qu'on tournait à Strasbourg, il est venu comme ça, et tout s'est enclenché à cette suite. Je suis même allé faire une fois qu'il est mort, il y a un producteur chilien qui m'a demandé de faire un documentaire sur lui, de prêter mon visage, ma voix, machin et tout. Ça a été une rencontre incroyable. Mais il n'y en a pas beaucoup dans votre vie professionnelle, de rencontres aussi fortes que ça. Et pour moi, ça a été un énorme bonheur, comme avec Éric. Alors, Éric Rohmer, ça m'a lancé sur autre chose. Alors justement, quand on passe de Roger Vadim à Éric Rohmer en pensant qu'on ne ferait pas de cinéma, il vous a repéré, comment ça s'est passé? J'en ai aucune idée. Ah bon? Aucune idée.
Ah si. Alors, j'étais encore chez ma mère et le téléphone sonne dans ma petite chambre et bonsoir, c'est Eric Romer. Je fais oh putain, Charlie, t'es con, tu fais chier et je raccroche. Oui. Ça sonne. Oui, bonsoir, c'est Eric Romer, parce qu'il a une voix très particulière, mais je la connaissais pas à l'époque. C'est Eric Romer, j'aimerais, je sais même plus comment c'était. J'aimerais vous faire travailler sur mon film, vous rencontrer. Et là, effectivement, tu dis, il y a Eric Romer qui t'appelle, parce qu'il était 20h ou 21h, hein, enfin, un horaire improbable. Je pensais vraiment que c'était un copain qui me faisait une blague. Et c'est comme ça que je suis parti sur les nuits de la pleine lune, avec Bulle. Non, c'était pas Bulle, c'était Pascal Augier. Et il y avait Fabrice Lucchini qui débutait, qui était absolument méconnu à l'époque, qui n'arrivait pas à s'en sortir. Et film incroyable. Vous voyez, c'est un très 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 beau souvenir. Oui. Et avec vos premiers cachets, je crois que vous êtes offert une moto. Je me suis offert ma première moto. Et c'est devenu une passion. Et c'est une... Attention, moi, le deux roues, c'est depuis 5 ans. Hein. Oui. À la campagne, je piquais le Solex dans le garage, j'avais une mobilette. Après, quand j'ai eu le droit de conduire sur les routes, j'ai passé mon permis. Donc oui, le deux roues, c'est ma passion. La bagnole, j'en ai rien à péter, pardon pour le terme. Mais la moto, j'adore voyager. Et vous avez fait partie de club de moto? J'ai un club de moto. Je fais partie d'un club de moto. Ce sont 95%, ils sont dans le sud. J'ai mon copain Lévin Combe qui fait partie du club aussi. Et on se balade. Là au mois de septembre, on part en Andalousie. Voilà. C'est dire si tout roule pour vous, justement. Et on va évoquer une autre date importante dans votre vie, le 7 janvier 2005. Tout de suite sur Sud Radio avec Christian Vadim. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Vadim, un conseil d'amis au studio Marigny, une pièce qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais là, on revient à une autre date importante de votre carrière, le 7 janvier 2005. C'est la première dans un petit théâtre, la Comédie de Paris, du Jeu de la Vérité. Et c'est vrai que ça a changé votre vie, ça. Ah oui, ça c'est le tournant. Voilà. Sur la comédie, c'est le tournant. J'étais au Théâtre Michel, donc rue des Mathurins, avec Gabriel Azur. Je jouais une pièce de Chevret. Ça faisait un bout de temps, machin et tout. Et je croise Philippe Lelouch qui m'envoie. Il me dit, j'ai écrit un truc, dis-moi ce que t'en penses. Il m'envoie une 15aine de pages. Et je trouve ça d'une telle modernité que... Il n'y avait pas de théâtre. Il n'avait pas fini la pièce. J'ai dit, OK, je vais là-dessus. J'adore ce que tu écris. Et j'ai donné, on ne dit pas démission, mais préavis, ou enfin ce qu'on veut. Et j'ai dit, je suis désolé, les gars, je vous quitte. C'est la seule et unique fois où je suis parti d'une pièce sans aller jusqu'au bout. Tellement ce qu'avait écrit Philippe était hallucinant. Et ensuite, on a eu 18 ans de travail ensemble. Oui, mais en même temps, au départ, personne ne voulait de cette pièce. Ça a commencé discrètement. Personne. Ah non. Ni les théâtres, ni les productions, ni personne. C'était un gros pari. Et 18 ans plus tard, on va dire que c'était un pari ultra réussi. On a fait 5 pièces de long métrage. Oui, mais ce qui est extraordinaire en plus, c'est que cette pièce qui a commencé discrètement, elle a changé de théâtre et elle a même allé jusqu'en Russie. On a joué à Saint-Pétersbourg. Ah oui, c'est une aventure. En plus, c'est une aventure d'amitié aussi. Voilà. C'est une rencontre. C'est Vanessa Demouy, c'est David Brécourt, c'est Philippe Lelouch, moi. On a travaillé ensemble. On a vécu des choses, mais surréalistes. Vraiment, c'était des moments rares, qui n'arrive que très peu, malheureusement peu de fois. Voilà, il y avait le travail, l'amitié. J'étais plus avec mes copains qu'avec ma famille. D'accord. On a tellement travaillé, c'était hallucinant. Parce que finalement, le succès vous a dépassé, comme Philippe Lelouch ne pensait pas que ce serait un tel succès. Je voyais plus mes copains que ma famille. On était tout le temps ou au théâtre ou sur les routes en tournée. Sur la première tournée, on a fait 180 dates. Plus le théâtre d'abord créé à la Comédie de Paris, ensuite Tristan Bernard, ensuite tournée. On a fait tournée sur tournée, toutes les pièces ont été reprises. Ça n'a pas arrêté, ça a été
succès sur succès sur succès. Et comment expliquer ce succès, Christian? Alors, pour le jeu de la vérité, c'était tellement nouveau. C'était tellement original. C'est 10 ans avant Intouchable. Oui. On parle d'une comédie au théâtre avec une femme qui est dans une chaise roulante. C'était ultra novateur. On avait fait une affiche de cinéma. Ça, c'était l'idée de Philippe aussi, qui a percuté. Après, une autre pièce incroyable, ça a été Boire, fumer, conduire vite, sur les interdits. On a fait 4 tournées avec cette pièce. Philippe, il a toujours eu un temps d'avance. Il a toujours eu un temps d'avance sur l'écriture, sur le temps, comme on dit en journalisme, sur la vérité, sur ce qui va se passer. Et ça a toujours été sa grande force. Et on a oublié le metteur en scène, qui est la metteur en scène, qui est Marion Sarraud. Marion Sarraud. Et c'est une réalisatrice de télévision qui a fait les numéros 1 des Carpentiers, Oui. qui a réalisé Casimir, Le village des enfants, et qui avant, c'est quand même extraordinaire, avait travaillé avec Rohmer, Truffaut et Jean-Luc Godard, avait participé à la naissance des Cahiers du cinéma. Mais Marion, Philippe lui a rendu l'ascenseur qu'elle lui a donné, parce que ça a été son premier rôle, ça a été avec Marion. Dans un téléfilm, je sais plus lequel, me demande pas. Mais Philippe a dit, voilà, toi tu m'as mis le pied à l'étrier, je te rends l'appareil, t'as jamais fait de théâtre, mets-nous en scène. Alors, pour faire du théâtre, Christian Vadim, bon, vous avez commencé le cinéma comme ça pour rire, entre guillemets, mais vous avez ensuite pris des cours de théâtre et là, vous y êtes allé à fond. Vous avez fait plusieurs cours de théâtre pour apprendre le français et l'anglais. Pendant des années, j'ai démarré avec Blanche Salan, American Center, VOVF, rue Jacob, Pygmalion à Montrouge. Pourquoi faire autant d'écoles? Pour apprendre. Genre, quand on commence à l'envers, il faut à un moment donné, faut rectifier le tir. Et donc j'ai appris. C'est parce qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend. Et le dernier, c'était avec Corinne Blou, rue Saint-Roch. Et c'est elle qui m'a mis le vrai pied à l'étrier. Elle m'a dit, on va jouer ensemble au théâtre, au Bec Fin. Deux textes de Cocteau, Le menteur et le bien indifférent. Et ma première scène, c'est au Bec Fin. Alors, effectivement, avec une toute petite salle, vous étiez presque trop grand pour tenir debout, je crois. Oui, le plafond fait 1m86, je fais 1m87. Voilà. Enfin, faisait, parce que maintenant, c'est un restaurant japonais, je crois. Voilà. Et en plus, cette pièce, elle a été créée par Édith Piaf et Paul Meurice. Oui. Meurice était... Delon aussi, après. Oui, mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est Meurice ils étaient à l'époque ensemble, Paul Meurice qui était jeune comédien et Piaf. Il était derrière son journal, il disait pas un mot. Puis après, mais toujours. Toujours. Le rôle masculin ne dit rien. Il tourne les pages. Voilà. Et il attend la vindicte, la colère, l'énervement de la comédienne. Voilà. Et il se trouve en plus que... C'est pour ça qu'elle m'a donné le monologue du menteur avant. Exactement. Pour travailler un petit peu quand même. Mais Meurice et Piaf vivaient ensemble dans un petit appartement et Meurice s'absentait, il fermait la porte à clé parce qu'il ne voulait pas que Piaf aille boire à côté. Et comme c'était au rez-de-chaussée, elle passait par la fenêtre et elle allait au bistrot d'à côté. C'est extraordinaire. Et donc, Corinne Blou, on a un peu oublié, mais c'est elle qui est à l'origine des Nuits Fauves de Cyril Collard. Et c'est une femme extraordinaire qui a des tas de scénarios en attente, des tas de romans en attente. Et que vous avez mis en scène. C'est grâce à elle, alors déjà, que j'ai mis le pied à l'étrier sur le théâtre Bec Fin. Et il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus, bon bref. Elle me dit, j'ai fait un seul en scène, viens me voir. C'était sur les grands boulevards. Et donc je vais la voir. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, je peux pas rester parce que je joue à la Madeleine dans 20 minutes. Donc je reprends mon scooter, je vais jouer. Mais je t'appelle demain. Et donc je l'appelle et je lui dis tout ce que j'ai pensé de son spectacle. Fin de la conversation. Et 3-4 jours plus tard, elle me rappelle, elle dit, tu voudrais pas me mettre en scène? Je dis, Corinne, je suis pas metteur en scène, je suis comédien. Elle m'a dit, oui, mais ce dont tu m'as parlé, ce que tu m'as dit, tes commentaires, font que... Et j'ai dit non, oui, non, oui, non. Et une semaine plus tard, à force de me pousser, j'ai dit, ok, d'accord, je te mets en scène. Et en fait, elle m'a fait découvrir un métier que je ne connaissais pas. Pour la première fois de ma vie, j'étais non pas sur scène, mais en salle. Et j'ai adoré.
Et depuis, j'en suis à ma 3e mise en scène. Et voilà. Et puis, il y a eu aussi une autre pièce que vous avez jouée. C'était un classique de Jean Anouilh, Roméo et Jeannette. Oui. Avec Gwendoline Amon, qui était la petite fille de Première Jean tournée. et qui débutait aussi. Oui. Et avec Charlotte Van André. Exactement. Et un metteur en scène exceptionnel, Daniel Ivernel, Acteur et metteur en scène. qui avait débuté avec Jean Villard. Oui. Et qui avait été à la Comédie Française. Ah, mais acteur incroyable. Incroyable. Tout était d'une telle simplicité, d'une telle vérité. C'est la quintessence de l'acteur. C'est comme ces grands acteurs américains où tout paraît tellement simple, tellement naturel, qu'il n'y a pas d'effort. Ça coule. Voilà, c'est comme une grande cascade et tout est juste. Et Jean Villard, justement, il y a un point commun avec votre vie d'aujourd'hui, c'est quand il a créé le Festival d'Avignon, il s'est inspiré des joutes de sa ville natale, Sète, de tous les éléments, pour créer la première semaine d'art dramatique, sans imaginer que ce serait le festival. Et c'est vrai que Sète, aujourd'hui, c'est votre vie. C'est ma ville et je vous cache pas que j'aimerais bien créer une pièce là-bas. Voilà. Parce que le théâtre Molière, donc de Sète, c'est un théâtre à l'italienne, rénové, on mangerait par terre, qui est magnifique. Magnifique. Et le théâtre, c'est votre passion aussi, parce qu'il y a une liberté que vous n'avez pas ailleurs, Christian Vadim. Oui. Vous êtes le chorégraphe, le metteur en scène, l'acteur, le directeur, l'assistant, le costumier. C'est vous. C'est-à-dire que vous possédez tout. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dit non, attention, t'as pas un, ou attention à la lumière, ou attention au plat. Vous êtes le patron. Et rien ne peut vous arrêter. Genre après, il faut pas faire n'importe quoi, on est d'accord. Mais rien ne peut vous arrêter. Et c'est cette liberté que j'adore. Et en plus, je fais beaucoup de comédie, c'est vrai. Et la comédie, c'est une drogue. Exactement. Et en parlant de cinéma, c'est Claude Darget, pionnier de la télévision, qui disait « La télévision ou le cinéma, c'est 8 heures d'attente pour 1 minute de génie ». C'est 30 secondes pour le cinéma. Exactement. Et alors, il y a aussi, à propos de télévision, il y a un feuilleton quand même qui a marqué votre carrière. Les chevaliers du ciel sont heureux de leur avec sort. mon pote Thierry Redler. Car Jacques Santi avait fait la première série, mais il y a eu les Nouveaux Chevaliers du Ciel, après la mort de Jacques Santi. Et qui a fait Michel Tanguy? C'est vous, Christian Vadim. C'est moi. Et alors là, j'ai fait de l'avion. Oui. J'ai fait du Jaguar, j'ai fait du petit avion où je déclenchais la caméra en passant au-dessus des montagnes suisses, de l'hélicoptère, j'ai fait du planeur, j'ai fait... Ah non, ça a été une aventure incroyable. Très beau souvenir avec feu mon ami Thierry Redler. C'était incroyable. Vous connaissiez la BD Michel Tanguy? Bien sûr. Ouais, moi, quand j'étais enfant, mes frères m'appellent l'autiste. À l'époque, vous me mettiez une BD dans les mains, je répondais à personne. Voilà. À personne. Et Blueberry, Tanguy, les gens. Enfin. Et se retrouver dans le rôle de Michel Tanguy, c'est fabuleux, c'est une consécration. C'est incroyable. J'ai un souvenir parce que alors Thierry n'aimait pas l'avion, Redler. Et moi, j'adore l'avion. Bon, bref. Et je dis à la production, ça serait quand même bien que je connaisse un petit peu, de voir de quoi on parle. Ils me disent, OK, on va parler à l'armée de l'air. Donc l'armée de l'air me convoque dans le 15e, là où ils ont un centre. Et ils me disent, on fait un test pour vos jambes, pour voir si vous passez en siège éjectable sous le cockpit. Parce que voilà, il faut que les jambes passent. Donc ils ont une machine, c'est un siège éjectable qui part à 200 à l'heure avec la pyrotechnie. Et donc je dis bon, ok, ça, les jambes passent, impeccable. Donc maintenant on va, enfin quelques temps plus tard, on vous emmène à Tours. Et donc je vais à Tours sur la base. Et donc j'arrive à l'heure du déjeuner et je vois les pilotes, machin et tout, tranquille. Je crois que c'était un petit canard à l'orange ou une connerie comme ça, machin et tout. Moi je fais comme eux, je mange patati patata. Je monte c'était l'Alpha Jet parce que c'était un 2 places. Et donc ils m'emmènent et on fait Tours, Mont-Saint-Michel. Oh, on a dû mettre 7-8 minutes, un truc comme ça. C'était hallucinant. Les choses, les villages déchaînés, se défilaient comme ça. Et puis après, on rentre. Il me dit, bon, avant d'atterrir, on va aller dans le triangle de Voltige. Ah bon?
Et là, il me dit, bon, conduis un petit peu, donc je prends le palonnier, machin et tout, et on arrive sur le triangle voltige, et là, c'est lui qui envoie. Et il me dit, bon, là, on va prendre des G négatifs. Je lui dis, attends, déjà, Mont-Saint-Michel, j'ai pris 4 G positifs. Ah, il me dit, oui, non, là, on va prendre du négatif, tu vas voir. Bon. On a atterri à Tours. Je suis descendu avec l'échelle. Je me suis allongé par terre comme une crotte. J'avais mon estomac, j'avais l'impression d'avoir un boulet de plomb dedans. Mes souvenirs surréalistes, incroyables. C'était vraiment des gens qui sont adorables, qui sont tellement ils sont tellement forts. Voilà, c'est vraiment c'était une merveille. Donc c'est ce tournage, plus voilà les anecdotes, partir avec des avions, des trucs, des machins et tout, c'était incroyable. Voilà. Et retour à terre avec une autre date, le 12 avril 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Christian Vadim. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Christian Vadim, on a parlé de vos débuts par hasard au cinéma. Parlons de la fin. C'est pas la fin, au contraire, c'est le début d'une autre aventure, le 12 avril 2023. Il y a eu une tournée de cette pièce, d'ailleurs on l'avait évoqué dans les clés d'une vie sur Sud Radio avec Manuel Gélin. Et depuis le 12 avril 2023, eh bien, à Paris, au studio Marigny, du mercredi au dimanche, il y a un conseil d'amis, une pièce dans laquelle vous êtes aussi arrivé avec une bande de copains. Manuel Gélin, nos parents nous envoyaient dans la même colo au ski. Alors lui, il a, je crois, on a 3 ans, 4 ans. 2 ans de différence, oui. 2 ans? Oui. Non, j'ai avoir 60, lui, il va avoir 65. Ah bon, bref, ouais, on s'en ouais. fiche. Ouais. Donc, moi, je skiais pas encore. Lui, il skiait déjà. Mais il m'a montré la dernière fois une photo de la colo. Moi, voilà, tout petit, lui un petit peu plus grand. Marie Fugain, c'est ma 3e pièce avec elle. Alors, Juliette Meilhac, qui est la femme de Manuel Gélin, je la connaissais pas. Enfin, je l'avais croisée, mais je la connaissais pas plus que ça. Mais c'est vrai que jouer avec des amis, c'est un pur bonheur. Donc un jour vous êtes retrouvé là-dedans, on vous a appelé et pour faire cette tournée sans imaginer qu'elle serait à Paris ensuite. Non, c'était pas prévu. On devait faire la tournée. Alors après ils disaient oui peut-être. C'est toujours la même chose. Hein, les producteurs, les acteurs, on se rêve toujours de faire quelque chose de plus. Mais là quand ça s'est réalisé, alors. Le truc un peu plus compliqué, c'est que je suis plus à Paris. Oui. Donc là, je suis un peu saltimbanque de luxe. Je dors à droite, à gauche chez les copains. Mais c'est vrai que se retrouver dans ce magnifique théâtre, c'est un pur bonheur. Alors, un conseil d'amis, c'est une pièce de Didier Caron, qu'on a d'ailleurs reçu aussi dans les clés d'une vie. Le thème, c'est de ne donner jamais un conseil à votre meilleur ami, vous pourriez le regretter. Oui. C'est le cas. Et le meilleur ami, c'est vous. Et oui. L'histoire, effectivement, c'est que il y a Alain qui cherche à rompre avec sa femme et qui vous en parle. Il veut rompre avec sa femme et je lui demande, mais pourquoi tu veux rompre? Elle me dit, pour rien. Enfin, j'ai même pas une autre personne en vue. C'est juste, j'ai besoin d'indépendance et de me réaliser. Et je dis, tu as personne en vue? Surtout ne dis pas ça, parce que ça, c'est ajouter de l'humiliation à la douleur. Et elle pourrait se glisser dans cette brèche. Et là, évidemment, le conseil, il ne le suit pas. Et s'ensuit une suite d'embroglio, de catastrophes. Parce qu'en fait, Didier Caron, qui est donc le metteur en scène et l'auteur, nous a dit, vous jouez cette pièce qui est une comédie, mais comme un drame. Et donc, on joue comme un drame et s'ensuit le rire. Voilà. Parce que justement, c'est une sorte de vaudeville. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile et le plus joyeux à c'est jouer. À la seconde près, hein. Oui. Les portes, les entrées, les sorties, c'est à la seconde près. Et c'est vrai que l'appartement est partagé en 2. Donc on a les mêmes, par exemple, on a la même cuisine, on a la même chambre. Il y a 2 portes d'entrée, mais ça nous arrive pratiquement tout le temps de jouer, mais on ne se voit pas. Donc là, il faut être très 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 précis. Et là aussi, c'était un travail nouveau pour vous, parce que le vaudeville, finalement, il y a eu au Théâtre ce soir, cette pièce pourrait figurer dans au Théâtre ce soir, mais vous en aviez pas vraiment joué. Le jeu de la vérité, c'était pas un vaudeville. Non, c'est la première fois, et c'est très plaisant. C'est vraiment très plaisant. En fait, c'est cette précision et cette rythmique. Bon, par contre, on perd du poids derrière. Bon. Ah oui.
tous les soirs. Ah ben c'est très très physique. Moi, je me change 8 fois. Hein. Donc, et puis j'ai entre 10 et 20 secondes à chaque fois pour me changer. Donc derrière, on court dans tous les sens, plus les accessoires, plus après on rentre sur scène, on joue. Donc non, c'est bien, c'est tendu, mais j'adore. Moi, j'adore. Oui, en plus, le public a besoin de rire et il rit. Et c'est vrai que ce genre de pièces vaudeville, il y en a plus beaucoup aujourd'hui. Ça devient de plus en plus rare. Ben, en tout cas, on a des sublimes critiques professionnelles et des spectateurs sur tous les sites genre TikTok, machin, Billet-Réduc et Patin Couffin. Donc c'est une vraie récompense. Bon, on savait que cette pièce marchait puisqu'on l'a tournée 1 an avant, en Suisse, en Belgique, en France. D'ailleurs, ça a tellement bien marché qu'on repart en septembre. Donc c'est vraiment un grand bonheur. Et on ne sait jamais comment les aventures vont se dérouler quand on commence. Ah ben non. Bon, quand j'ai fait la première lecture au Théâtre de Paris avec les copains, ça sentait bon. J'ai senti la comédie. Voilà. Ça, c'est l'avantage d'avoir fait 17 ans avec Philippe Lelouch, David Brécourt et Vanessa Demouy. Il y a un moment donné, on a de l'instinct. Exactement. Et effectivement, quand je dis cette pièce aurait pu être jouée dans Au Théâtre ce soir, c'est justement à Marigny qu'étaient tournées toutes les pièces de Au Théâtre ce soir. Je ne sais pas si vous les regardiez dans votre enfance. Ouais, bien sûr. Ah bah oui. C'est vrai. C'est alors la phrase les costumes sont de Roger. Non, c'est quoi? C'était les décors de Roger Hart et les costumes de Caldwell. De Donald Carwell. Ouais, c'est ça. Ça, c'était devenu culte. Mais vous savez qu'en fait, il y avait 3 pièces qui se répétaient en même temps à Marigny. Il y avait le coin bar et l'autre coin bar qui était réservé aux répétitions. Et pendant ce temps-là, il y avait une pièce qui se tournait. Et après, ça tournait en permanence. C'était une mécanique incroyable. Ça avait commencé pour 8 semaines et ça a duré 17 ans. Je ne savais pas. Ah, c'est fou, ouais. Hein. Et on pourrait le reprendre aujourd'hui avec des tas de pièces, des classiques, parce que finalement, votre public, il y a les anciens, mais il y a aussi beaucoup de jeunes. Bien sûr. Heureusement. Que les jeunes découvrent cette forme de théâtre qu'ils ne connaissaient pas. C'est la relève. Voilà. Et donc, s'il y a ça, vous êtes là du mercredi au dimanche. Et puis, il y a 7 où vous vivez. Et 7, c'est quand même pratique pour tourner Demain nous appartient. Où vous avez Alors, joué. moi, je m'installe à 7 en me disant, allez, bientôt la retraite. Bon, Monsieur Macron nous a reculé de 2 ans. C'est pas grave, je vais survivre parce que j'adore mon métier. Mais j'arrive à 7 et là, la production me contacte en me disant, est-ce que vous voulez pas tourner dans Demain nous appartient? Je fais bon, bah oui, pourquoi pas. Et en fait, c'est génial. Parce que je suis à côté, parce que j'y vais en moto, parce que les gens sont super cool. On passe pas, voilà, on passe pas 3 quarts d'heure, voire 1h30 dans les embouteillages. L'autre jour, on tournait sur la plage. J'ai mis 10 minutes avec ma moto. Je suis arrivé, alors oui, il était tôt, il était quoi, 6h30, 7h. Mais on arrive là-dedans, quelle douceur de vivre. Oui, mais la télévision, en plus, c'est très particulier. Il faut tourner. Oui, il faut. Voilà, il faut être très rapide. Il faut être efficace, il faut être très rapide. On déballe. C'est évident, on prend pas le temps. C'est contrairement au cinéma où on tourne 30 secondes effectif. La télévision, par séquence, c'est entre 1 minute et 1 minute 50. Effectif. Donc oui, il faut être rapide, oui, il faut connaître son texte, oui, il faut être en place, oui, il faut avoir du métier. Et vous êtes un père amnésique, je crois, dans l'histoire. Oui. Il va retrouver son fils. Et ça donne une popularité nouvelle, ça, parce que tout le monde le regarde à la télévision le soir. Il paraît, tant mieux. Oui, mais vous, on vous en parle pas dans les rues ? Je suis avec des... Oui, alors la différence, c'est que on m'a toujours, ça fait tellement longtemps que je travaille, on me reconnaît tout le temps, partout. Mais c'est vrai que la dernière fois, je débarquais du train, je faisais Paris 7 parce que en rentrant du Théâtre Marigny, il y avait une mère et sa fille. Il était 21h30 quand même. Ils étaient là, ils m'attendaient dans la gare de 7 pour signer des autographes, faire des photos. Donc oui, c'est une autre dimension. Et puis il y a les copains comme Alexandre Brasseur. Ah ouais, mon Alex. Vous le connaissez depuis toujours, lui aussi. Ah il avait remplacé Philippe Lelouch sur Boire, fumer, camp de 8. Oui. On était parti jouer au Québec, à Montréal.
Non, c'est étonnant parce que, si vous savez, c'est comme quand vous achetez une voiture, tout d'un coup, vous vous rendez compte, c'est marrant, il y a des Austin partout. Vous savez, vous achetez une Austin, vous voyez des Austin partout. Et ben là, je suis arrivé à 7, et ben il y a plein de copains qui sont à 7. C'est fou, hein? Ouais. Il n'y a pas que Brassens à 7. Il y a Villa, il y a Brassens, et puis il y a les copains. Voilà. Les copains d'abord. C'était ma chanson d'ouverture sur Bois-Fumé, sur Pérémanque, la pièce de ma femme. Voilà. Justement, la pièce de votre femme que vous avez jouée et qui a été un grand succès, qui était aussi une histoire de copains. Oui, les copains. La musique d'ouverture, c'est Brassens, les copains d'abord. Et Nadège Mézia, qui est comédienne et qui est votre femme, a écrit une suite que vous allez bientôt jouer. On démarre avec Belmondo, Paul Belmondo, Édouard Montout, Bernard Fructus, ma femme, Déborah Galland et moi. Et ça, c'est en tournée à la rentrée. En janvier. Voilà. Et ça aussi, cette pièce... Et je mets en scène. Et vous mettez en scène. Et c'est la première version, il y avait aussi Vincent Lagaffe qui jouait à l'époque. Et comme il était sur RMC Découverte, sur son truc de garage, il a dit « Je suis désolé les gars, je peux pas signer ». Et je lui dis « Vincent, je suis désolé, mais nous, on doit faire l'affiche et commencer à vendre. » Parce que ce que les spectateurs ne savent pas, c'est que au théâtre en tournée, on s'y prend au minimum 1 an et demi à l'avance. Donc voilà, si vous pouvez pas avoir l'acteur pour faire l'affiche et signer le contrat, il faut passer à autre chose. Voilà. Et Vincent était sur son expérience à RMC, et donc malheureusement on ne travaille pas ensemble sur ce coup-là. Ça sera un autre coup. Et en même temps, Vincent Lagaffe est hyper populaire. Il a fait aujourd'hui un livre qui s'arrache dans les librairies, alors qu'on le voit plus depuis 10 ans à la télé. Il est le premier sur vachement bien le livre. C'est ma femme qui l'a retravaillé. D'accord. Parce qu'ils s'adorent les deux. Ça tombe bien. Oui. Alors, il y a aussi Pascal Thomas, parce que Pascal Thomas, que vous connaissez bien, je crois que vous tournez avec lui pour la 3e fois, dans un film qui s'appelle Quelques instants de bonheur. Absolument. Qui sort là, je crois, cet hiver, si je dis pas de bêtises. Et là aussi, d'ailleurs, ça s'appelait La Compagnie des femmes au départ, ce film, le premier titre du film. Hein? Oui, c'était ça. Il a changé le titre. Exact. Et là aussi, c'est autre chose. C'est la famille, hein. Il est avec ma cousine depuis des années, Nathalie Plemiannikov. Donc moi, à chaque fois que je travaille avec lui, c'est un déjeuner, c'est un dîner, c'est la famille. Et quand on pense que ce metteur en scène génial, qui a été quand même récompensé par le Grand Prix de l'Académie française, a été jeté par les critiques au départ quand il faisait Pleure pas la bouche pleine, ça prouve que les carrières sont longues et le parcours est long. Il faut avoir de la patience. Et vous en avez parce que finalement, vous faites plein de choses en même temps, discrètement, tranquillement. Oui, souvent, c'est pour avoir eu des parents très célèbres et beaucoup de, je sais pas, autour de moi, entre Mastroianni, Bardot, Fonda, tous ces gens extrêmement célèbres, j'ai compris que moi, la célébrité a un prix. Et ce prix, je n'étais pas prêt à le payer. C'est-à-dire ? C'est un métier. Acteur est un métier, être célèbre est un autre. Et ce prix-là, je ne veux pas le payer. Et finalement... Non, pardon, pas célèbre, star. Star. Oui. Oui, parce que ça implique une vie que vous ne voulez... C'est un truc de fou. C'est un truc de malade mental. C'est un métier, en plus de votre métier. Quand vous voyez votre mère ou quand vous voyez votre père assiégé par les photographes, c'était pas possible. Oui, puis il n'y a pas que ma mère ou mon père. Je vois aussi les autres. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que vous avez envie de payer ça ou pas? Et puis, moi, non. Et puis une vie de famille, parce que finalement, vous n'avez pas eu de vie de famille dans votre enfance et vous vous rattrapez. On apprend effectivement à ne pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Oui. Et ça, c'est un soulagement. Vous respirez tous les jours le fait de vivre le bonheur. Et je suis très heureux avec ma femme et très heureux avec mes filles. Alors mon fils n'est pas à Paris, il n'est pas parisien, il habite à Bruxelles. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et vous avez rencontré votre femme, je crois, en jouant une pièce qu'avait créée Annie Dupéré et Jean-Pierre Cassel, La fille sur la banquette arrière. Bien, on a bien travaillé. Hein. Oui. Absolument, on l'a créé à Lyon et on est parti en tournée après. Ouais, et ensuite, vous n'êtes plus quitté. Exactement. Alors, les copains, effectivement, que vous vous retrouvez sur scène, c'est dans un conseil d'amis jusqu'au dimanche de juillet. Alors, c'est du mercredi au dimanche, avec une matinée le samedi et une matinée le dimanche.
C'est quand même un rythme fabuleux pour perdre du poids. Ah ben, ça, je suis en pleine forme. En plus, comme j'habite plus à Paris, je suis en vélo, je dors à droite à gauche chez les copains, la famille, belle-mère et tutti quanti. Et j'ai l'impression d'avoir 18 ans. Eh ben en tout cas, c'est que ça continue longtemps et puis que ce succès continue longtemps parce que les échos que j'ai sur cette pièce sont fabuleux. Donc profitez-en et continuez à nous faire rire avec ce conseil d'amis au Studio Marigny. Merci Jacques. Merci Christian Vadim. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.